Bonjour. Je n'ai pas de lien d'intérêt avec cette communication. C'est un plaisir d'être à Lille. Merci beaucoup pour l'invitation. Je retrouve des amis, c'est très sympathique. Et puis c'est agréable d'être dans une ville, une région où il y a un véritable automne, contrairement à là d'où je viens, où nous n'avons toujours pas d'automne. Merci aussi pour le titre de cette présentation, puisque les virus reviennent. Et on sait qu'on a besoin beaucoup de sédatifs et d'analgésiques lorsque les virus reviennent en réanimation. Je vous propose le plan suivant, c'est de voir les modalités d'administration de l'analgésie-sédation et les molécules. Et notamment pendant la crise de Covid, il y avait énormément de molécules. Ça a explosé le nombre de molécules en réanimation, mais il y a les molécules et il y a les modalités d'administration. Et quand on regarde les SDRA non Covid versus les SDRA Covid, vous voyez que ce qui est en bleu foncé, c'est la sédation profonde. Et il y avait énormément plus de sédation profonde pour les SDRA Covid que pour les SDRA non Covid. Et si on fait une analyse statistique, on retrouve que finalement, ce n'est pas le Covid qui est associé à la mortalité, c'est la sédation profonde, d'où l'intérêt de s'intéresser aux modalités d'administration de la sédation. La sédation, elle commence en réanimation dès lors qu'on induit nos patients et qu'on leur place un tuyau avec une laryngoscopie. Et bien après, on continue à administrer des sédatifs. Et en fait, plus on administre des sédatifs, plus le patient reste ventilé, plus il reste ventilé, plus il reste en réanimation, plus il reste en réanimation, plus il reste à l'hôpital, moins il revient chez lui rapidement. Donc c'est primordial de s'intéresser à la sédation, alors que pourtant c'est la chose la plus compliquée qui soit, puisqu'il y a un aspect subjectif forcément lorsqu'on parle de sédation. Et d'ailleurs, c'est vraiment la thématique qui est la moins publiée dans toutes les thématiques. La première étant le sepsis, je crois, je ne dis pas ça parce qu'il y a Eric. Et donc la sédation, c'est le point de départ. Et d'ailleurs, la grande étude WinSafe montrait que le facteur numéro 1 de retard de sevrage et d'échec de sevrage du respirateur, c'était la sédation profonde. Vous avez vu un petit peu le point sur le diagramme qui est complètement à droite, qui explose tous les autres paramètres. C'est pourquoi, alors ça c'est parce qu'on passe à OpenOffice, donc il ne doit pas aimer New Times Roman, je ne sais pas. Donc c'est pourquoi les recommandations sur la sédation analgésie indiquent qu'il faut plutôt un niveau léger qu'un niveau profond, avec un impact essentiellement sur la durée de ventilation mécanique. Et on peut même s'interroger, interrogeons-nous, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une sédation? Par exemple, ce patient en choc septique qui a été opéré d'une péritonite, qui revient du bloc opératoire, il est en réanimation, est-ce que vous continuez la sédation? Et on avait fait cette étude où on arrêtait la sédation alors qu'il était sous noradrénaline, alors que l'acide lactique était supérieur à 2. Et versus, on continue pendant 36 heures à une sédation modérée, RAS-3. Et on avait montré que on diminuait de 2 jours à peu près le délai d'extubation, et à J28, il y avait 2 fois plus de patients vivant à domicile en épargnant une sédation modérée finalement qui n'était pas utile. Donc les recommandations, les voici. On a plus de 20 ans de recommandations maintenant. Au départ, on faisait des topos sur la sédation, puis sur la sédation-analgésie, puis on a mis l'analgésie en premier. C'est pour ça que j'ai intitulé le topo analgésie-sédation. Et finalement, on parle même des symptômes aujourd'hui. Les recommandations internationales, ce sont les PADIS pour Pain, Agitation, Delirium, Immobilité et Sleep Disruption, qui est donc l'insomnie. Et ces recommandations aboutissent à un bundle de pratiques qui est le suivant, de A à F. A, c'est l'analgésie prioritaire. On rationalise en fait l'analgésie-sédation en disant qu'il faut d'abord traiter la douleur avant de mettre des sédatifs. Et ensuite, il faut bien réaliser les épreuves d'éveil quotidien. Est-ce que mon patient a besoin d'une sédation? Je m'interroge, j'arrête, ou au moins je m'interroge. Puis de ventilation spontanée, c'est l'épreuve de ventilation spontanée. Je choisis les drogues qui vont le moins s'accumuler, entraîner le moins de délirium, et surtout j'adapte leur posologie en permanence. Je me pose des questions. Je préviens et je dépiste le délirium, je fais des exercices et j'implique la famille. Voici le bundle qui a été testé dans plein d'hôpitaux aux États-Unis et qui montre que plus on l'applique, moins il y a de mortalité, moins il y a de durée de séjour, moins il y a de coma, de confusion, moins de coûts et plus d'autonomie à la sortie.
Cette étude publiée cette année est une méta-analyse des études récentes des 3-4 dernières années, montrant que dans les études de cohorte, il y a une diminution de la durée de ventilation et de séjour en réanimation, et dans les études randomisées, on retrouve encore la diminution de la durée de ventilation, mais aussi de la mortalité à court terme lorsqu'on applique les PADIS. Question, est-ce que c'est applicable lorsqu'on a un SDRA Covid, comme c'était le cas il y a 4 ans et demi? Eh bien, dans cette série sur la première vague, les patients étaient fortement sédatés pendant longtemps avec un RAS-5, c'est-à-dire vraiment patients carpet, très profondément sédatés, non réactifs à la stimulation, pendant une semaine. Et ils ont regardé les facteurs associés au délirium et ils montraient que les benzodiazépines étaient revenus, 52% d'utilisation des benzodiazépines, et ça sortait comme facteur associé au délirium. Et puis la famille, par contre, n'était pas autorisée lors de la première vague. Et ils ont pu montrer que, alors que la famille n'était pas autorisée, lorsqu'elle était là, elle était protectrice. Donc c'est intéressant par rapport au délirium de concevoir qu'il y a des molécules qui peuvent induire un délirium et qu'il faut éviter, mais qu'il n'y a pas que des molécules en médecine, il y a aussi tout le côté humaniste de la médecine, et le fait d'avoir une famille autorisée au chevet était protectrice du délirium. Alors moi, ce qui m'embête un peu, c'est qu'il y a l'analgésie qui est associée au délirium. Alors, analgésie prioritaire, en fait, ce sont les morphiniques qui sont associés au délirium, mais du coup, c'est un petit indice de fragilité et de vigilance. D'autant plus que les études montrent que les morphiniques sont fortement associés au délirium, bien plus que la douleur. Vous avez mal, pas de délirium, vous avez mal plus de la morphine, délirium le lendemain. Bien sûr, il s'agit d'études observationnelles, et je pense qu'un patient qui a 6-7 sur 10 à la douleur et qui dit « je ne veux pas de morphine » n'est pas exactement le même patient qui veut de la morphine. Autre point de vigilance, toujours observationnel, que deviennent les patients après la réanimation? Un peu moins de la moitié d'entre eux ont des douleurs chroniques plusieurs mois après le séjour en réanimation. Si on regarde où c'est qu'ils ont mal, c'est essentiellement l'appareil locomoteur, avec notamment l'épaule. Et en analyse statistique, la douleur de l'épaule plusieurs mois après le séjour en réanimation est associée fortement au sepsis pendant la réanimation. On retombe sur le sepsis. Façon de parler de sédation. Et on sait que le sepsis, avec toutes ces cytokines, vont sensibiliser les voies de la douleur. Il y a une hyperalgésie. Parfois, il y a des patients qui arrivent en choc septique, on ne peut pas leur toucher la peau. On est obligé de mettre un arceau tellement ils ont mal partout. On sait aussi que les stimuli nociceptifs répétés, la douleur répétée, va également alarmer les voies de la douleur. Plus j'ai mal, plus j'ai mal. Et voici les soins les plus fréquents en réanimation, l'aspiration trachéale, et ça c'est pas un DV pour un Covid, c'est le patient qui est tourné plusieurs fois par jour pour changer les draps, masser les points de compression. Et bien au cours des jours en réanimation, J2, J4, J6, la douleur aux soins qui est en rouge, elle augmente, et finalement on a 2/3, et puis beaucoup plus, finalement tous les patients de plus en plus ont mal au cours des soins. Donc on a un terrain septique qui sensibilise les voies de la douleur, des soins répétés qui sensibilisent les voies de la douleur, et l'analgésie prioritaire, c'est souvent faire des morphiniques, et là c'est peut-être pas la meilleure idée, puisque les morphiniques vont également sensibiliser les voies de la douleur. Au total, la recommandation de dire « Ah, analgésie prioritaire, aujourd'hui en 2024, est-ce que ça change ?» Vous voyez, dans ce protocole d'analgésie-sédation, on regarde d'abord le BPS, qui est échelle comportementale, avant le RAS. Si mon BPS il est élevé, si mon patient grimace, je traite d'abord le BPS, quel que soit le RAS, et c'est secondairement que je vais traiter le RAS en jouant sur les sédatifs. Alors est-ce que c'est fragile? Il faut remettre l'église au centre du village. C'est que si il a été préconisé de faire de l'analgésie prioritaire, c'est parce que lorsqu'on prend en charge la douleur, il y a plus d'analgésie, certes, mais il y a du coup moins de douleur, moins d'agitation, moins de réponse de stress, et donc moins de tachycardie, etc. Mais il y a aussi surtout moins de sédation, moins de curare, et finalement moins de durée de sédation, moins de durée de ventilation et de séjour en réanimation. Plus d'analgésie, y compris plus de morphine, moins de sédatifs. Et comment on fait donc avec ces points de vigilance que j'ai évoqués par rapport aux morphiniques? Les dernières recommandations indiquent qu'on continue à faire de l'analgésie prioritaire, mais on réfléchit au choix des drogues et on évite les morphiniques en faisant des non-morphiniques. Et dans les recommandations, c'est des gabapentinoïdes pour tout ce qui est douleur neuropathique, y compris la douleur des neuromyopathies de réanimation,
Et puis on suggère aussi d'utiliser paracétamol, néfopan, kétamine, pas les ANS et l'idocaïne en routine, même si c'est super efficace parce qu'il y a des effets secondaires pour les ANS. Pour la lidocaïne, il n'y a pas eu d'études en réanimation, donc vigilance extrême. Nous ne recommandons pas en routine, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut jamais en faire. Nous, on en fait beaucoup depuis qu'on a adapté notre protocole. Après avoir eu quelques arrêts cardiaques et crises convulsives avec la lidocaïne en réanimation, maintenant nos recommandations, c'est avoir un bon taux d'albumine, parce que c'est quand même fixé sur les protéines, et puis on ne fait pas de dose de charge, et on diminue de 30% la dose maximum. Au lieu de faire 1,5 mg/kH, on fait 1 mg/kH, et on est très prudent, on arrête dès qu'il y a le moindre petit signe, par exemple confusionnel. Alors le néfopan, les Américains, vous voyez, disent qu'on peut utiliser le néfopan pour diminuer la morphine en réanimation. Donc la nouveauté cette année, c'est que le néfopan existe per os. Et il y a des patients qui l'utilisent vraiment plusieurs semaines, voire en chronique. Et nous, on l'utilise plusieurs jours d'affilée. On n'a pas de confusion. Je pense que la confusion en réanimation associée au néfopan, c'est pas si fréquent que ça, et qu'il y a toujours autre chose, comme par exemple un sepsis ou un surdosage en bêta-lactamine. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'arrêter s'il y a une confusion mentale, mais nous on l'utilise plusieurs jours, et vous voyez, il existe même maintenant en comprimé. Alors quelque chose qui n'avait pas été exploré dans ce protocole ABCDEF pour les SDRA Covid, qui a conduit à s'interroger autour d'une table pendant la crise du Covid, autour de l'analgésie sédation pour les patients qui ont un SDRA, finalement c'est le respirateur. Et on s'est permis de suggérer d'ajouter une lettre, la lettre R, donc il y a pas mal de lettres encore entre F et R, donc vous pouvez vous-même en ajouter. R c'est pour Respiratory Drive Control, puisque la top priorité lorsqu'un patient est sédaté, c'est plutôt de modifier les réglages du respirateur que de le sédater davantage. Quand le patient est en asynchronie, à gauche sur le graphe, si on fait rien, le taux d'asynchronie change pas. À l'opposé, complètement à droite, si on règle le respirateur, la synchronie diminue. Et au milieu, c'est lorsqu'on renforce l'analgésie sédation. Et en fait, quand on renforce l'analgésie sédation pour la synchronie, on est entre rien faire et régler le respirateur. Par exemple, ce patient qui est en double stacking, double déclenchement, on a prescrit 6 ml/kg de volume courant, et les respiratory thérapistes vont mettre 6 ml/kg de volume courant. On pense qu'on fait de la ventilation protectrice. En fait, quand on fait l'air sous la courbe du débit, on s'aperçoit qu'il a le double, le patient. On n'est pas du tout en ventilation protectrice. Et là, on pourrait le curariser, et finalement, on va le switcher en mode spontané alors qu'il est sous sédation. Et là, on supprime complètement la synchronie. Et en fait, dans toutes les études qui indiquent une surmortalité associée à la sédation profonde, on fait des statistiques, on peut même utiliser l'intelligence artificielle. Maintenant, l'intelligence artificielle fait des statistiques, mais ils vont produire des résultats sur la base des paramètres qu'on va donner au modèle. Et il manque toujours la synchronie, parce que la synchronie, c'est regarder les courbes, et c'est assez subjectif, c'est pas si facile. Tous les algorithmes de modélisation sont pas encore totalement au point. Et en fait, les raisons qui pouvaient expliquer la sursédation liée au Covid, il y en a eu plusieurs. Au début, c'était peut-être la charge de travail, la peur d'être contaminé. On a mis aussi le doigt sur le fait que le protocole qui a été développé, qui est dexaméthasone, est aussi inducteur enzymatique de toutes les molécules de l'analgésie sédation de la réanimation, du midazolam au sufentanil. On avait évoqué l'encéphalopathie Covid et la demande ventilatoire très élevée. En fait, quand on a un poumon inflammatoire, on a une forte demande ventilatoire, et c'est peut-être pour ça qu'on est obligé de donner plus de sédation. Alors attention, parce que quand on passe à la ventilation spontanée, c'est beaucoup plus confortable, on a moins besoin d'augmenter la sédation analgésie, mais le patient crée une grande dépression intrathoracique qui peut être source également de lésions alvéolaires. Et au cours du Covid, c'est développé une pratique que nous on continue à utiliser, qui est de faire la P01, la pression à 0,1 seconde, qui permet de mesurer la dépression au tout début de la demande inspiratoire. Et lorsque cette dépression elle est importante, supérieure à 4, il a été montré dans cette étude qu'il y avait, c'était un facteur associé à une réaggravation respiratoire. Du coup, quand on règle le respirateur, très bien, il faut aussi prendre connaissance de la demande ventilatoire du patient, et
regarder pourquoi le patient a une forte demande ventilatoire, pourquoi il tire. Ça peut être la douleur, on revient donc au A, analgésie prioritaire, l'anxiété, ça peut être aussi la fièvre, l'acidose, un poumon encore très inflammatoire. En gros, quand on n'arrive pas à réveiller un patient parce qu'il a une forte demande ventilatoire, c'est que les choses ne sont pas suffisamment guéries. Enfin, on va proposer un traitement non pharmacologique, puis pharmacologique multimodal, puis les morphiniques, puis la sédation, puis les curares, etc. dans une stratégie hiérarchisée. Alors c'est un petit peu provocateur peut-être de mettre une tisane au miel alors que le patient est intubé et ventilé, mais c'est parce qu'il faut toujours sortir de notre zone de confort et jamais s'enfermer dans une routine de protocole, notamment très moléculaire et chimique, et toujours ajouter un peu de l'humanisme. Par exemple, ce patient, je me rappelle très bien, à chaque fois qu'on le réveillait, il était agité, on lui demandait s'il avait mal, il disait non, il continuait à être agité, il pouvait pas parler, il était intubé. On le rendormait systématiquement. Quand il est venu nous voir 3 mois après, il nous disait qu'en fait, il en avait marre qu'on lui demande s'il avait mal, parce qu'il avait pas mal du tout. Par contre, il avait terriblement froid, et c'est ça qu'il voulait nous dire. Donc là, c'est une tisane, c'est pour ajouter un peu de chaud, et puis encore une fois, j'adore l'automne des Hauts-de-France. Et donc, si on s'intéresse à... Et on peut poser des questions, oui, non, est-ce que vous avez ça, ça, ça? Je vous ai mis en bas à droite les 5 symptômes sources de souffrance le plus fréquemment chez les patients survivants de réanimation. La douleur, bien évidemment, l'anxiété, le trouble du sommeil, la dyspnée et la soif. La nouveauté en 2024, ça va être que il y a les PADIS qui vont être réédités 2024, début 2025. C'est un quick update. Et pour la douleur, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Rien. On a dit, il n'y a rien de nouveau. Maintenant, il faut passer à autre chose. Et donc, il y aura un petit mot sur l'anxiété. Mais c'est le début parce qu'il n'y a pas grand-chose non plus sur l'anxiété. Donc, vous voyez que les PADIS, maintenant, vont traiter de la douleur, de l'anxiété, de la privation de sommeil, mais il reste encore énormément d'autres symptômes. Alors, quoi de nouveau en 2024 sur les PADIS 2024-2025 par rapport au choix du sédatif? Bon, encore un petit peu de open office. Il disait qu'il fallait utiliser en 2018, il disait qu'il fallait utiliser soit le propofol, soit la dexmédetomidine, plutôt que les benzos. Les benzos doivent être évités. Pourquoi? Parce que plus de délirium, plus de retard de réveil, plus de retard d'extubation. Donc, la nouveauté en 2024, donc c'est pas encore publié, donc je vous montre pas de diapo, mais ça va être exactement l'update de l'ESIGM en 2022 qui dit que si vous voulez diminuer le délirium chez ce patient, on vous conseille d'utiliser la Dex plutôt que autre chose, y compris le propofol. Vaut mieux utiliser la Dex que le propofol, la Dex que les benzos, si vous voulez diminuer le risque de délirium. Vous prenez 20 patients avec la Dex, traités par la Dex, vous allez réduire de 2 patients sur 20 le délirium. Par contre, vous aurez un patient sur 20 qui aura un trouble hémodynamique et vous ne pouvez pas continuer avec la Dex. Donc c'est à mettre en balance en sachant que les dernières grandes études sont parfaitement négatives en regardant la Dex. À gauche, c'est une étude où c'était vraiment une sédation légère, RASS -1, -2 et aucune différence sur coma délirium. Et à droite, l'objectif c'était une sédation légère, mais ils n'y arrivaient pas dans plus de la moitié des cas, les 48 premières heures, ils n'arrivaient pas à faire une sédation légère et dans 80% des cas, il y avait un co-sédatif. Cette étude, SPICE 3, elle a fait émettre une recommandation récente par la NSM 2022, qui est de dire attention, le critère de jugement, effectivement, il est négatif, il n'y a pas du tout de différence de mortalité entre DEX et pas DEX, ou en tout cas les soins conventionnels. Et par contre, si on regarde, les moins de 63,7 ans, donc ils ont arrondi à 65 ans, les moins de 65 ans, ils ont une surmortalité, et les plus de 65 ans, ils ont une sous-mortalité. Donc au total, rien ne bouge, mais il y a une alerte chez les patients les plus jeunes et donc une étude en cours pour essayer de répondre à cette question. Cela dit, le propofol, c'est quand même aussi une vigilance avec le syndrome associé à la perfusion de propofol qui ne sont pas les urines vertes. Il n'y a pas d'urine verte dans le PRIS. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'urine du tout. C'est une catastrophe en fait de défaillance multiviscérale. Le PRIS, tout d'un coup, vous avez une acidose lactique, une incompétence myocardique, une vasoplégie, vous montez la NORAD, le patient pisse plus. Si vous faites une prise de sang, vous avez tout qui explose. Tous les tissus riches en mitochondries sont en train de mourir puisque le propofol est un poison pour la mitochondrie. Il va y avoir une rhabdomyolyse, une cytolyse, etc. Même les noyaux gris centraux peuvent être impactés. Donc au total, en 2024, on a 3 drogues qui sont tout à fait complémentaires. Propofol et Dex en première intention. Propofol qui est super maniable, on-off, etc. Dex un peu plus compliqué à mettre en place. À privilégier si on veut réduire les risques de confusion mentale ou si on n'arrive pas à réveiller le patient et qu'il est confus ou agité par exemple.
Et le midazolam, on doit le garder obligatoirement, parce que le midazolam, c'est en deuxième intention, parce que les patients se réveillent beaucoup plus lentement, il y a des retards d'extubation, mais c'est la meilleure stabilité hémodynamique en administration continue en réanimation. Alors, est-ce qu'il y a des alternatives ? En 2024, il y a les gaz. Alors les gaz, c'est fantastique parce qu'un patient qu'on n'arrive pas à endormir avec les drogues intraveineuses, on arrive à l'endormir avec le gaz, et c'est vraiment co-analgésique, il y a une épargne morphinique. Il y aura peut-être un effet anti-inflammatoire sur le SDRA, et l'étude César, qui est la grande étude multicentrique française qui testait sévoflurane versus propofol pour le SDRA, 700 patients, c'est énorme. Elle a été présentée en abstract à l'ESIGM récemment, et malheureusement elle est négative, voire même une surmortalité dans le sévo. Elle n'est pas encore publiée, je ne peux pas vous montrer d'études, ça a été piloté par Clermont-Ferrand, mais malheureusement il y a même une surmortalité dans le sévo qui est en cours d'exploration. Pourquoi il y a une surmortalité dans le sévo? Est-ce que c'est lié au sévo et on ne l'aurait pas avec l'isoflurane par exemple? Mais donc, voilà. En tout cas, retenez que si vous n'arrivez pas à endormir un patient avec les drogues intraveineuses, vous y arriverez avec les gaz, et en plus il y a une épargne morphinique. La kétamine, la même équipe de Clermont a montré que avec rémifentanil, la kétamine ne permettait aucune épargne morphinique, c'est le graphe de gauche, et le graphe de droite, il montrait quand même qu'il y avait zéro tachyphylaxie avec le rémifentanil. Mais donc c'est intéressant parce qu'on parle de molécules, mais on parle aussi de modalités d'administration, c'est qu'ils utilisaient un protocole où l'analgésie est prioritaire, certes, donc rémifentanil en 1, mais en 2, il y a une recherche d'une posologie minimale efficace, et en permanence, ils étaient en train de baisser le rémifentanil. Je le mets quand c'est nécessaire, je le baisse, et c'est probablement pour ça qu'il n'y a pas de tachyphylaxie. Enfin, on rappelle que la kétamine, en dose cumulée, est toxique pour le foie, ça fait des cholangites, et c'est parfois mortel, donc attention aux administrations répétées de kétamine. Lorsqu'en 2024, il y a des nouvelles molécules, on a appris que la kétamine était un mélange racémique, et que la forme S était 4 fois plus efficace que la forme R, ce qui fait que la S-kétamine est commercialisée aujourd'hui avec une efficacité de 4 par rapport au mélange racémique, donc il faut diviser la posologie par 2. L'intérêt, c'est qu'il y aurait moins d'effets secondaires. Le problème, c'est que, vous voyez, sur PubMed, il y a 361 articles publiés en 2024 sur la S-kétamine. En réanimation, il y en a 6. Et que ces papiers, c'est juste des protocoles pour faire une étude, qu'en réanimation, il n'y a toujours pas d'études, qu'on se base sur des registres de déclaration d'effets secondaires pour dire qu'il y a moins d'effets secondaires que la kétamine, qu'il faut quand même être vigilant, et que quand on discute avec les cliniciens qui ont l'expérience de la S-kétamine par rapport à la kétamine, il y en a qui disent c'est génial, j'utilise plus que ça, il y a moins d'effets psychodysleptiques, d'autres qui disent j'ai l'impression qu'il y en a plus, donc on a encore besoin d'études. Pour finir, je vais vous parler de 2 autres molécules qui vont arriver sur le marché. Et vous voyez une augmentation assez importante du nombre d'études, mais en réanimation on en est à quelques-unes encore. La première, c'est le rémimazolam. Rémimazolam, ça ressemble à rémifentanil, mais ça n'a aucune action opioïde. C'est une benzodiazépine pure. En fait, ils ont ajouté un groupe ester au midazolam, comme ils avaient fait pour le fentanyl en passant au rémifentanil, et on retrouve le même laboratoire qui a été à l'œuvre du rémifentanil pour le rémimazolam, qui est GSK dans les années 90-2010. Et l'intérêt, c'est que c'est comme le rémifentanil, qui a une pharmacologie particulière qu'on découvre finalement quand on est en DES d'anesthésie-réanimation, c'est qu'on n'a pas besoin du foie et du rein pour éliminer le rémifentanil, il y a des estérases plasmatiques. Alors là, pour le rémimazolam, c'est des estérases qui sont tissulaires, elles ne sont pas plasmatiques, du coup elles dépendent quand même un petit peu du foie, c'est-à-dire que si vous avez un cirrhotic child C22, ça n'existe pas, mais bon, c'est sûr que son foie il marchera un peu moins bien, mais c'est quand même un métabolisme beaucoup plus rapide que le midazolam. À gauche, vous voyez la demi-vie contextuelle, avec en bas c'est le rémimazolam et en rouge c'est le midazolam. Après 2 heures d'administration, elle est de 7 à 8 minutes la demi-vie contextuelle pour le rémimazolam, elle est 3 fois plus avec le midazolam, et le midazolam ça explose de jour en jour, et à droite vous avez toutes les molécules. En gros, la demi-vie contextuelle du rémimazolam, elle se situe pile entre le rémifentanil et le propofol. C'est-à-dire que c'est encore plus rapide que le propofol. Donc il faut s'attendre à des réveils beaucoup plus rapides. Méta-analyse, vous avez vu, 3000 patients, 20 études randomisées en anesthésie. À gauche, c'est l'anesthésie procédurale, en gros les endoscopies. À droite, c'est l'anesthésie pour chirurgie. Dans les 2 cas, il y a moins d'hypotension. Il y a moins de douleur à l'injection comparé au propofol.
Bien sûr, c'était rémifatanil versus propofol, j'ai oublié de le préciser. Donc moins d'hypotension, moins de douleur au site d'injection, c'est plus maniable pour les endoscopies. De manière générale, en termes de réveil par rapport au propofol, c'est idem. Donc ce qui est intéressant, c'est moins d'hypotension, et en réanimation, il y a une seule étude pilote qui était une étude de non-infériorité montrant qu'on arrive à endormir pareil avec propofol et rémimazolam. On est par contre sur une toute petite cohorte, hein, mais en termes d'hypotension, pour l'instant c'est à peu près kiff-kiff, ça nécessite d'autres études. On change de molécule, le ciprofol. Le ciprofol, on transforme un groupe méthyle en groupe cyclopropyle. Et l'intérêt, c'est que c'est beaucoup plus d'affinité pour le récepteur GABA, donc on utilise une moindre posologie. Moins de posologie, ça brûle moins les veines, moins de lipides également. En termes de pharmacocinétique, c'est à peu près identique au propofol. En anesthésie, plusieurs études randomisées contrôlées de phase 3 qui montrent toujours pareil, moins de douleur au site d'injection. Par contre, en termes de pharmacocinétique, de réveil, etc., c'est pareil. Et en termes d'hypotension, c'est pareil. En réanimation, par contre, il y a eu des études, il y en a 3. Celle de gauche, c'est une méta-analyse des deux de droite. Et celle de gauche, donc, qui vient de sortir dans Annals of Intensive Care Medicine, dit qu'il y a moins d'hypotension avec le cyclopropofol, que par rapport au propofol. Le problème, c'est qu'ils mixent une phase 2, une phase 3, et si je m'intéresse que à l'étude de phase 3, qui est la plus récente et forcément la mieux construite, elle indique que en termes d'hypotension et d'hypertriglycéridémie, c'est à peu près NS. Alors, peut-être par manque de puissance, mais pour l'instant c'est NS sur cette étude. Par contre, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, le réveil est un petit peu plus rapide avec le propofol qu'avec le cyclopropofol. Alors ça se joue à quelques minutes près sur 10 heures d'administration, mais qu'en est-il sur 10 jours d'administration? Donc voilà les premières études qui montreraient que on aurait une alternative en fait au propofol et au midazolam avec une molécule, le rémimazolam, où il y aurait on conserve la stabilité hémodynamique du midazolam, mais on n'a pas les problèmes de retard de réveil. Donc on prend ce qu'il y a de mieux du midazolam et ce qu'il y a de mieux du propofol, et puis le cyclopropofol qui montrerait que on diminue la dose et ça brûle moins les veines. Pour l'instant, on peut rien dire de plus. Et puis, alors, en termes de PubMed, j'ai trouvé une occurrence. Vous savez qu'à chaque fois qu'on montre PubMed, c'est exponentiel, parce que tout le monde fait plus de recherches. Mais alors, il y a une occurrence, c'est neurolepte analgésie, où ça s'effondre au cours du temps. C'est la seule fois que j'ai trouvé un truc qui s'effondre. C'est rare, hein, un PubMed. Là, ça s'effondre, il n'y a plus rien. Et la neurolepte analgésie a été inventée en France dans les années 80. Et c'est un mélange de neuroleptique et de morphinique. Pourquoi je vous dis ça? C'est que des fois, on a du mal à sédater les patients. Exemple, le Covid, on a du mal à réveiller nos patients. Et l'association morphinique-neuroleptique est particulièrement efficace. Le patient, il est cataleptisé. Et on peut comme ça avancer sur le sevrage. Il ne faut pas totalement mettre à la poubelle les vieux papiers d'histoire de la médecine. Je termine avec le cas du patient curarisé qui montrait que la sédation profonde est beaucoup plus fréquente en cas de curarisation que la sédation légère, et que c'est vraiment la sédation profonde qui est associée à la surmortalité plutôt que la curarisation. Alors comment gérer ma sédation analgésie chez le patient curarisé? Les recommandations, c'est de dire faut d'abord que mon patient dorme bien avant de le curariser, faire des arrêts de cura réguliers pour m'assurer de l'état clinique de la douleur et de la vigilance, et aucune recommandation sur l'électrophysiologie. Et c'est normal puisque le BIS en réanimation n'est pas du tout validé avec des patients faussement endormis, faussement réveillés. Et dans cette étude, ils ont arrêté le cisatracurium et quelques dizaines de minutes après, ils ont regardé le vrai RAS, le niveau de vigilance donc non curarisé. Ils ont montré que 10% des patients étaient pas du tout endormis alors qu'ils avaient un BIS en dessous de 60 comme recommandé. Et donc on a reproduit l'étude cette année et on a montré carrément que dans notre série, 40% des patients étaient réveillables à l'appel de leur nom, 40% alors qu'ils avaient un BIS en dessous de 60. Hein. Alors on n'avait aucun patient qui était agité comme dans l'étude précédente, mais 40% de nos patients entendent quand on leur parle. Et on a fait une étude avec une bronchoaspiration avant et après décurarisation. Le BIS bouge un peu, c'est l'éveil cortical à la stimulation nociceptive. À droite, vous voyez, après décurarisation, le BIS augmente parce que c'est l'électromyogramme qu'on enregistre. Et on a utilisé l'ANI qui a été développé à Lille
qui est l'Analgesia Nociception Index, qui mesure la variabilité de l'espace RR et qui permet de mesurer la balance sympathique-parasympathique. C'est l'INSERM de Lille qui a travaillé avec une start-up et qui est à l'origine de l'ANI. Et vous voyez que l'ANI s'effondre, indiquant qu'il y a une stimulation sympathique, moins de parasympathique, et au cours de la bronchoaspiration, et qu'il n'y a aucune différence avec la décolorisation juste après. Donc ça pourrait être un élément intéressant, l'ANI, et qui est reproductible et plus sensible que le BIS. Donc cette étude me fait dire qu'il faut faire attention aux patients curarisés, et ça c'est une vraie nouveauté en 2024. Moi je faisais peut-être moins attention pour le patient qui dormait profondément, etc. On parlait dans sa chambre. Mathieu Blanchin est un dessinateur de bande dessinée, on l'a invité à la ISFAR pour nous parler de son séjour en réanimation, et il a fait ce petit dessin qui est une recommandation. Dites bien aux soignants qu'un patient qui est dans le coma, en fait, il sent. Et il a fait cette bande dessinée que je vous conseille. Quand vous pensiez que j'étais mort, mon quotidien dans le coma, où il indique que voilà, les soignants, médecins, IDE, ne prennent pas assez soin des patients qui ne bronchent pas, qui peut-être sont dans le coma, et c'est rapporté par beaucoup de témoignages de patients qui ont vécu la réanimation, qu'ils entendent plein de choses, qu'ils sentent des choses, etc., et qu'il faut être donc très prudent pour un patient qui semble dormir, y compris un patient curarisé, puisqu'on a montré que 40% de nos patients, dans notre petite série, étaient en fait réactifs à l'appel du nom. Donc on a fait un rayon bande dessinée à la fac avec un petit guide pour les DFASM, les deuxièmes cycles, avec item par item les BD qui correspondent à l'item qui travaille. Et ce qui est intéressant, c'est que les auteurs de BD, ils dessinent comme ils se voient, mais ils dessinent aussi comme ils nous voient. Donc à gauche, les IDE sont rayonnants, ils arrivent avec le sourire, ils parlent aux patients, et puis à droite, les médecins parlent qu'entre eux, de courbes, d'antipiogrammes, de CMI, etc., ne s'adressent jamais aux patients, et le patient a dit « mais regardez-moi, parlez-moi ». En conclusion, donc je me suis inspiré de ce site pour m'amuser avec les molécules. Mais en fait, la question au-delà de ces molécules, c'est qu'il faut en fait faire le vide dans sa tête, faire un pas de côté et s'interroger. S'interroger car en médecine, on a beaucoup de science, mais Rabelais, qui est passé par Montpellier, rappelait que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et on en revient toujours à mon plan initial, les modalités d'administration puis les molécules. Et c'est jamais les molécules d'abord, puis les modalités après. Et en conclusion, voici une proposition d'algorithme avec plein de points d'interrogation. Mon patient est en SDRA, hypertension intracrânienne, je pars sur du propofol en première intention avec une analgésie multimodale qui va devenir rapidement opioïde majeur. Et si j'ai un choc sévère tout d'un coup, j'arrête le propofol, je passe au midazolam. J'ai une sédation profonde, RAS -4, -5. Si j'arrive pas à réveiller mon patient, je passe à la DEX. Si je n'arrive pas à endormir mon patient, je passe aux halogénies. Et si j'ai pas de SDRA ou d'HTIC, ok, j'utilise du propofol en première intention, c'est maniable, le temps de mettre les cathéters, le scanner, aller au bloc, revenir faire la fibro-LBA. Et ensuite, je m'interroge, si c'est pas de SDRA et d'HTIC, est-ce que ma sédation est nécessaire? Si oui, c'est là où l'analgésie multimodale prend toute sa place. Et maintenant, on utilise très peu de morphinique majeure en dehors du SDRA. J'ai une sédation légère et surtout, je m'interroge encore sur les indications du niveau de sédation, les indications de poursuivre ma sédation, un peu d'électrophysiologie si je suis curarisé. Et puis si j'ai pas de sédation nécessaire, je me pose la question sur l'extubation. Et si je n'extube pas, je pose la question au patient, voulez-vous dormir? Voulez-vous dormir? C'est pas mal. Donc n'ayez pas peur de réveiller les patients, parce que n'ayez pas peur de parler à vos patients. Peut-être que le patient, si vous lui demandez s'il veut, s'il est bien comme ça, vous l'expliquez, ou s'il souhaite qu'on le fasse dormir un petit peu, vous verrez ce qu'il vous dira. Nous, on le fait systématiquement. Maintenant, en fait, si c'est dans la journée, il nous dit qu'il veut rester éveillé parce qu'il veut voir sa famille, et le soir, ils veulent tous dormir. Et donc, en fait, merci pour votre invitation. La médecine est fantastique. Et n'oubliez pas que la réanimation, c'est pas mal de science. C'est énormément scientifique, mais beaucoup d'humanité. Et que le seul objectif de la réanimation, c'est que nos patients ils rentrent chez eux un jour. Je vous remercie.